Hum. Pas roulé ce matin. Ah, je sais pas, moi j'arrive de Saint-Nazaire, ça roule bien. Ah ouais. Ouais, moi j'ai contourné, ça roulait bien aussi. Je suis pas passée par le centre. Il faut jamais faire ça. Ah oui, quand on n'a pas le choix. Bon. Quand on a le choix, on peut pas le tour. Prévu des blocages, mais C'est sporadique, à différents endroits. Tout le monde va être Impacté? impacté. Ah. Je vais aller garer ma voiture, je vais faire un pied. Je vous laisse lancer. Très bien. C'est bon, On y maman? va? Ouais, on y va. Ouais, parfait. Il est 11h32. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas être parmi vous. Jean-Joseph Batardière, délégué général de la CPME des Pays de la Loire. On est ravis de vous accueillir pour ce premier Midi Export de 2023 organisé par la commission appui international de la CPME Pays de la Loire, dont certains représentants sont parmi nous en visio, je crois, Étienne, le responsable de la commission. Juste pour vous préciser que ce matin, on est donc sur un format mixte, visio et présentiel. Merci aux malins, courageux qui ont réussi à contourner les différents blocages nantais. Je ne vous vois pas, mais je vous ai déjà entendu. Juste pour vous préciser quand même les grands champs, la commission Appui Export, c'est 6 entrepreneurs bénévoles, adhérents et PME qui se mobilisent une fois par mois pour définir des axes pour vous accompagner dans votre quotidien. Donc merci à Étienne, à Christelle, à Julie, à Christian, à Joannis et puis à Rajou qui donnent de leur temps pour définir des thématiques. La première de l'année va être sur votre mobilité à l'international. On aura aussi à d'autres moments des présentations plutôt orientées pays en fonction de ce qui va être présenté en Pays de la Loire par des partenaires qu'on est en train d'identifier, que ce soit la Team France ou un autre partenaire bancaire avec lequel on est en train d'avancer sur des perspectives pays. En tout cas, aujourd'hui, la mobilité internationale, quels enjeux et comment protéger votre entreprise et vos collaborateurs. Merci à Gaëlle Baldet-Ladan, qui est la dirigeante de Geodesk, qui va intervenir et qui va se prêter au jeu du mix présentiel et vidéo. Merci pour ton agilité. Merci également à Joy, qui a permis et qui a organisé ce webinaire, entre guillemets, en présentiel pour tout ce qui a été présenté ce matin. Et puis, je vous souhaite, pour pas trop aller plus loin dans la présentation et te laisser la parole, Gaël, un très bon moment. Étienne, je te laisserai conclure tout à l'heure. Et puis, j'espère que vous allez en profiter pour bénéficier de beaucoup d'informations très utiles pour vous. Merci Gaël. Merci. À toi. Merci. Alors, j'espère que ça fonctionne, c'est parfait. Donc, Zaped va fonctionner. Merci à tous d'être présents en réel ou en virtuel. Effectivement, on a choisi ce thème de la mobilité internationale et de la responsabilité du chef d'entreprise, que c'est un thème qui est à la fois extrêmement présent, qui est récurrent et pour autant souvent ignoré. Les chiffres que vous avez ici le reflètent. Petit souci sur la présentation, ça allait beaucoup trop loin. Voilà. Les chiffres que vous avez ici le reflètent. En fait, autant les chefs d'entreprise sont conscients de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en France vis-à-vis de leurs salariés, autant lorsqu'il s'agit de développer des activités à l'international, parfois c'est un petit peu oublié ou mis de côté au profit de ce qui vous anime en priorité, qui est de faire du business d'abord et d'avoir du chiffre d'affaires. Et la question de la responsabilité, en fait, elle est souvent mise de côté parce qu'on a une sorte de tropisme franco-français et on se dit que, vu l'ensemble des réglementations qu'on a sur notre territoire, ça va forcément rejaillir. En fait, ce n'est pas si évident que ça et ce n'est pas tout à fait vrai. On va le voir au cours de cette présentation. Et ce que reflètent ces chiffres, en fait, ils reflètent une certaine méconnaissance, disons, des responsabilités du chef d'entreprise et des implications que ça peut avoir, autant pour l'entreprise que pour les collaborateurs,
de faire du business à l'international. Et en fait, ce dont on s'aperçoit également, c'est que autant sur des grandes entreprises, on va avoir des dispositifs, des moyens qui vont être mis en place sur comment gérer l'international, la sécurité de mes collaborateurs, les questions assurantielles, etc. Autant sur des plus petites entreprises, des PME, des TPE, c'est souvent un sujet qui est vraiment mis de côté, ou alors quand il est traité par des généralistes et pas forcément par des personnes qui peuvent vous apporter les conseils les plus pertinents. Donc l'idée en fait de cet atelier, c'était de vous dire, bien sûr il faut aller à l'international, bien sûr il faut vous développer, il faut simplement le faire en connaissance de cause. C'est pas forcément très compliqué, il faut juste se pencher à un moment sur la question pour mettre en place un certain nombre de moyens. Et vous le verrez, on pourra échanger par la suite au cours de la présentation. Ces moyens, ils doivent être adaptés à la fois à votre activité, à votre taille d'entreprise et au pays dans lequel vous allez intervenir. Mais il y a maintenant tout un tas de solutions très souples qui peuvent être mises en place et qui ne nécessitent pas nécessairement des moyens démesurés par rapport à votre entreprise. Alors, moi, je m'appelle Gaëlle Baldellanan, j'aurais pu commencer par là. Je suis courtier en assurance, spécialiste de l'international, c'est mon seul métier. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner au quotidien des entreprises, des organisations qui vont à l'international. Et ces chiffres-là dont je vous parle, eh bien, je les vis au quotidien. Et ce travail pédagogique d'appétence et de familiarité avec l'international et tout ce que ça implique, c'est mon quotidien. Et c'est pour ça qu'avec Joyce, la CPME, c'est des mouvements et des réflexions qu'on initie maintenant depuis quelques temps et depuis bien avant le Covid. Alors, je vous l'indiquais un petit peu en introduction. En fait, lorsque vous développez à l'international, il faut avoir conscience que votre entreprise, elle va avoir une responsabilité à la fois vis-à-vis de ses partenaires, de ses fournisseurs et vis-à-vis de ses salariés. Vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué en fonction de mon domaine d'activité, de la territorialité dans laquelle j'évolue. Quelles sont les solutions qu'il faut que je mette en place? Pour répondre à cette question, en fait, il y a un temps se poser, il faut cartographier ces risques. Je vous donne un exemple. Si vous faites du business, surtout avec les États-Unis et le Canada, là, vous allez être en Amérique du Nord. Ce n'est pas forcément les questions sécuritaires ou les questions sanitaires qui vont vous préoccuper. En revanche, ça peut être des questions de santé, parce qu'il y a quelque chose qu'on sait un petit peu tous de manière intuitive, c'est que la santé aux États-Unis, par exemple, ça vaut très cher. Donc, une des premières questions que vous pouvez vous poser, c'est s'il m'arrive un accident ou une maladie aux États-Unis, comment je vais être couvert? Voilà. Donc, on cartographie ces risques. Évidemment, vous n'allez pas vous poser la question de la même manière si vous allez faire du business dans des coins reculés au Mexique, par exemple, puisque là, il y a des alarmes sécuritaires qui vont résonner. Pareil dans certains pays d'Afrique. Hein, et dans d'autres pays d'Asie, ben là, ça va plutôt être des questions en rapport avec le coût de la santé ou le fait de trouver des structures hospitalières. Ou si vous êtes dans le pétrole et le gaz, par exemple, ben, vous allez être souvent dans des zones éloignées des grandes villes et des capitales. Et là, c'est plutôt des questions d'accès et de sécurité de vos personnels que vous allez vous poser. Hein. Donc, la cartographie des risques, elle est importante. Quelle cartographie? Alors, il y a différents aspects. Il y a les aspects de mobilité par rapport à vous-même, vos couvertures à vous en tant que chef d'entreprise. Il y a les aspects de mobilité vis-à-vis de vos équipes que vous envoyez à l'étranger. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a des obligations très précises là-dessus. Et puis, il y a les aspects vis-à-vis de réglementaires, hein, puisque vous avez un certain nombre de pays dans lesquels vous allez avoir des réglementations en fonction de vos activités aussi. Et donc, vis-à-vis des couvertures assurantielles de vos entreprises, notamment la responsabilité civile professionnelle, j'aurai l'occasion d'y revenir, ou le risque cyber. Donc, tous ces risques-là, en fait, vous allez les cartographier. Alors, plus votre entreprise, elle va avoir des domaines d'activité différents, plus la cartographie va être importante, mais le principe est toujours le même. Et cette cartographie, ça va vous permettre d'anticiper. Anticiper, c'est simplement répondre aux questions. Quel risque court mon entreprise, quel risque court mes personnels et à quoi je vais devoir faire face lorsque je vais négocier ou interagir à l'international.
Et puis, ça va vous permettre de prévoir et de mettre en place les solutions qui vont être les plus adaptées à votre entreprise et aux risques que votre entreprise peut courir. Alors, quand on parle de risque, en France, en fait, ça peut faire peur. On a une réglementation qui est assez dense maintenant sur la protection. C'est en France, mais ce n'est pas qu'en France. Hein. Quand on parle plus largement de la responsabilité de l'entreprise, c'est la notion de duty of care. Et les anglo-saxons ont également beaucoup développé ce volet-là. Donc, quand vous négociez avec des anglo-saxons, ce sont des notions que vous allez retrouver extrêmement régulièrement. Et ces notions en fait, de responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses personnels, vis-à-vis de ses fournisseurs, ont été essentiellement développées par la jurisprudence, même si on a des bases dans le Code du travail, puisque vous savez tous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes responsable de la santé et de la sécurité de vos salariés et des personnes qui travaillent pour vous. C'est valable en France, mais c'est valable également à l'international. Et ça, c'est la jurisprudence qui est venue l'affirmer. Alors, elle est venue l'affirmer de manière très très forte et depuis assez longtemps maintenant, hein, ça fait quelques décennies maintenant, au travers de certaines jurisprudences. La première et la plus connue, c'est la jurisprudence Karachi, qui est au milieu de cet écran. C'est quoi la jurisprudence Karachi? En fait, c'est simplement une grande entreprise de l'armement française qui intervenait au Pakistan, à l'époque où il y avait déjà un risque terroriste qui était très fort. Et il se trouve que son personnel, en fait, voyageait en car tous les matins avec le même trajet d'un point A à un point B, aux mêmes heures, même trajet, voilà, des personnels très identifiés, occidentaux, etc. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ils ont été victimes d'un attentat. Il y a eu énormément de victimes et les familles des victimes ont porté plainte et ont mis en cause la responsabilité de l'entreprise en disant, au regard de la situation, vous, en tant qu'entreprise, vous ne pouviez pas ignorer le risque que couraient les personnes dans ces conditions-là. Et effectivement, c'est ce qu'a jugé la Cour en disant, effectivement, l'entreprise, elle aurait dû prendre un certain nombre de mesures pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. On y reviendra après sur le type de mesures qui peuvent être prises. Et à partir de là, on a dit, ça veut dire que les entreprises, elles ont une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, vis-à-vis de la santé et de la sécurité des salariés à l'étranger. Obligation de résultat, c'est quand même extrêmement fort, parce que ça veut dire que vous, en tant qu'employeur, vous allez voir votre responsabilité systématiquement mise en cause s'il arrive quelque chose à vos salariés. Donc, si on redéroule par rapport à la présentation, d'où la nécessité de bien cartographier et de bien anticiper vos risques. Voilà. Alors, l'obligation de mettre en place des mesures nécessaires, si je reprends l'exemple de la jurisprudence Karachi, par exemple, ça aurait été de former ses personnels, de ne pas leur faire prendre systématiquement les mêmes trajets, de ne pas les faire voyager aux mêmes horaires, de faire ce qu'on appelle, quand on est à l'international, du low profile, c'est-à-dire on se mêle un peu dans la foule, pas trop identifié, autant que faire se peut le moins possible. On n'est pas dans des gros compounds, mais peut-être sur des structures plus souples et plus adaptées, dans des guest house avec de la sécurité, etc. Voilà, c'est mettre en œuvre les mesures qui vont être adaptées à la situation. À côté de cette jurisprudence, en fait, d'autres jurisprudences sont venues étoffer en fait tout ce panel de mesures que l'entreprise doit prendre. Et on a notamment la jurisprudence Jolo. Alors là, on n'est pas tout à fait sur une entreprise, que c'est plutôt une agence de voyage, en l'occurrence, dont la responsabilité a été mise en cause, mais ça a été élargi à l'entreprise. L'idée, ça a été de dire, là, en fait, c'est l'information qui manquait. L'agence a été mise en cause pour ne pas avoir mis suffisamment d'informations à disposition des voyageurs qui se rendaient sur ces territoires et sur lesquels il y avait un risque d'enlèvement. Alors, à partir de cette jurisprudence, on a dit que l'employeur doit mettre en œuvre une information à disposition de ses salariés. Et en fait, la notion qui est importante, c'est la notion d'information, mais c'est surtout la notion de mise à disposition. C'est-à-dire que c'est à vous, en tant qu'employeur, de donner l'information à vos salariés. J'insiste en fait là-dessus parce qu'au cours de mes discussions, il m'arrive souvent de rencontrer des chefs d'entreprise qui me disent « Bon, moi, maintenant, mes salariés, je leur dis d'aller voir sur Internet, je leur dis de consulter le site du ministère des Affaires étrangères et de s'inscrire sur le fil d'Ariane. » C'est bien,
mais ce n'est pas suffisant. Et ça veut dire que là, vous ne mettez pas à disposition de l'information, vous demandez à vos salariés de faire une démarche proactive pour aller chercher l'information. La jurisprudence là-dessus, elle est vraiment nette et ça veut dire que vous n'êtes pas conforme là-dessus. Donc, il faut mettre de l'information à disposition. Il existe maintenant tout un tas de moyens pour avoir de l'information au travers de contrats d'assurance, par exemple, ou au travers de contrats que vous pouvez souscrire avec des sociétés spécialisées et qui vont mettre à disposition de vos salariés de l'information, en tout cas des salariés qui voyagent. Est-ce qu'il faut une preuve d'avoir transmis l'information? Oui, c'est une excellente question. Vous avez intérêt effectivement à avoir cette preuve parce que si le salarié vous met en cause, ça sera à vous de vous défendre en disant, moi en tant qu'employeur, j'ai bien mis à disposition. Alors cette preuve, vous pouvez l'avoir par différents moyens. Si vous avez par exemple un contrat d'assurance avec une application en ligne, vos salariés peuvent télécharger l'application en ligne et souvent vous avez une notification comme quoi ils ont bien téléchargé l'application en ligne. Après, vous avez aussi des formations que vous pouvez dispenser à vos salariés avec des feuilles d'émargement, par exemple, sur l'information qui a été donnée. Voilà, une feuille. Voilà. Exactement. Après, tous les moyens de preuve sont acceptables. Du moment que vous avez fait quelque chose, en tout cas en ce sens, ça sera acceptable. Mais vous avez raison, c'est important que vous ayez fait les démarches et que vous ayez ces moyens à votre disposition, parce que si votre responsabilité est mise en cause, c'est effectivement à vous de le démontrer. Oui. On parle des salariés. Oui. Moi, qu'en est-il des sous-traitants? Alors, ça, c'est une très bonne question également. Tout dépend des liens que vous avez mis dans vos contrats en place avec ces sous-traitants ou ces co-traitants. Du lien de subordination ou du lien contractuel que vous avez mis en place. Si effectivement, et c'est une question qu'on a souvent notamment au niveau des consultants, des co-traitants, etc., c'est qui va se charger de leur sécurité et qui va se charger de mettre en place les moyens. Si dans votre relation d'affaires, vous avez indiqué que c'est vous qui preniez en charge leur sécurité, du coup, c'est votre responsabilité. Si vous avez bien mis en place, et ça vraiment contractuellement, je vous invite à bien faire vérifier vos clauses avec des professionnels. Si vous avez bien dit, vous êtes indépendant, on travaille ensemble sur ce marché, mais en revanche, vous faites votre affaire personnelle de votre responsabilité, de votre sécurité, etc. Là, vous êtes dédouané. Il faut que quelque chose soit écrit. Si rien n'est écrit par défaut, ça va être toujours plus compliqué à prouver. Voilà. Et la personne peut se retourner contre vous. C'est toujours la question de la preuve. Les moyens. Toujours la preuve. Voilà. Donc, les mesures nécessaires, l'information, et après, jusqu'où on va aller, ce qui rejoint un petit peu ce que vous disiez. Et là, c'est vrai qu'on était arrivé à un tel stade dans l'évolution de la jurisprudence. Une autre jurisprudence, d'ailleurs, qui est citée là, qui est Abidjan et la Côte d'Ivoire, c'est également le fait que la responsabilité, elle s'étend pendant tout le temps du voyage. Ça, c'est important parce que j'ai certaines entreprises qui me disent « Oui, mais après tout, là, c'est dimanche, c'est le soir, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis responsable de lui de 8h à 18h. » Malheureusement ou heureusement, non. Quand une personne part en mission pour vous, c'est valable en France ça aussi, pour vos séminaires, etc. À partir du moment où elle est en mission au nom et pour votre compte, la responsabilité, elle est H24. À partir du moment où elle est partie de chez elle ou de son bureau et jusqu'au moment où elle va revenir chez elle. Donc, soir et week-end inclus. Alors, c'est important parce qu'il faut veiller à avoir mis en œuvre un certain nombre de moyens là-dessus. Ça veut dire aussi, en revanche, que si vous mettez en œuvre ces moyens et si vous donnez l'information et les bonnes consignes à vos salariés et qu'ils ne les respectent pas, là, votre responsabilité, en revanche, ne pourra pas être remise en cause. Il y a eu un exemple d'une jurisprudence en Arabie Saoudite où le salarié n'avait pas voulu respecter les mesures de sécurité, notamment des endroits bien isolés, bien sécurisés, dans lesquels les salariés avaient le droit d'être et de circuler, et ils avaient des interdictions de sortie. Le salarié n'a pas respecté, il a eu un souci, la responsabilité de l'employeur n'a pas été retenue. Aussi, on sache encore avant que le salarié parte. Parce que oui. Si moi j'ai eu le cas effectivement sur des zones un peu sensibles, le problème c'est que souvent il va le savoir en arrivant sur la zone. Nous, on ne va pas forcément savoir exactement où il se situe. Donc, on ne peut pas avoir la preuve, quelque chose de signé avant qu'il parte. Ou alors après, il faut qu'on le fasse signer simplement le fait qu'il doit respecter les consignes en local et que, mais on a un petit trou là, on ne sait pas trop si toutes les informations
vont bien être données. Ouais. Donc, on ne sait pas trop, en tant que chef d'entreprise, la mission exacte qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire, où il va le faire, mais le détail à un kilomètre près, il ne doit pas dépasser de telle limite, c'est pas forcément. Alors, vous avez raison, mais ce qui est important, et vous l'avez mentionné, c'est que vous, en amont, vous ayez donné la bonne information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un livret de voyageur ou un carnet de voyageur, où vous indiquez bien, voilà, sur certaines zones sensibles. Après, il faut, dans la cartographie, il faut serrer, en fait, les territorialités. Donc, vous pouvez mettre des mesures de protection ou des mesures de restriction de la circulation qui soient en accord avec la difficulté sur le terrain. Donc, vous pouvez très bien préciser, à partir du moment où vous allez dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle zone, là, obligation absolue de respecter les directives locales qui seront données par le responsable local de mission. Et vous, ça vous permet de dire, moi, en tant qu'employeur, j'ai bien cartographié et j'ai bien indiqué que dans ces zones-là où le risque était plus fort, il y avait d'autres mesures qui devaient être mises en place. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, après, ça serait une utopie que de se dire sur le terrain, je vais le suivre H24. Sauf si vous avez mis en place une appli, ça c'est encore possible, à condition que le salarié ait accepté. Vous avez également maintenant des possibilités de géolocalisation ou d'appli, etc. Ça dépend des entreprises. Ça peut être fait sur certaines, pas sur toutes. Mais c'est une possibilité. On revient juste à la responsabilité H24. Ça veut dire que si un salarié, on a aussi des pays qui sont sympas quand même, Martinique, s'il y en a un qui décide de prolonger, parce que comme le billet d'avion il est réservé, de toute façon qu'il le prenne le vendredi soir ou le dimanche soir, mais c'est pareil, ce qui veut dire que samedi, dimanche, et comment on fait? On lui refuse, c'est dur comme. Alors c'est dur, effectivement, et pour pallier ça, en fait, ce qui a été fait. Alors normalement, il y a le temps de mission. Donc, stricto sensu, l'entreprise, elle pourrait dire, bah, moi, à partir du moment où vous n'êtes plus en mission, vous êtes en congé, là, c'est votre responsabilité personnelle. Mais on s'aperçoit que ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est souvent très, très compliqué. Donc, en fait, le plus souvent, ce qui a été fait, c'est que maintenant, dans la majorité des contrats, en tout cas des contrats annuels que vous pouvez mettre en place pour la mobilité de vos salariés, vous avez des extensions avant ou après l'émission pour des séjours à titre privé qui permettent à l'employeur de pouvoir quand même proposer une couverture, même quand il y a de l'extension, à titre privé. Voilà. Ce qui sous-entend que chaque déplacement doit être couvert par une assurance bien particulière. Exactement. Mais à la mission ou... Les deux sont possibles. C'est-à-dire, normalement, ça sous-entend que vous, votre responsabilité, elle peut être mise en cause à partir du moment où vous envoyez quelqu'un à l'étranger. Quelles mesures vous allez mettre en place pour que votre responsabilité ne soit pas mise en cause? La formation et également des mesures assurantielles. Pourquoi? Parce que du fait de l'assurance, si votre salarié se blesse à un accident ou est malade à l'étranger, bah, vous allez avoir la possibilité de lui proposer des solutions. Quelqu'un qui va l'emmener à l'hôpital, une ambulance, les frais médicaux pris en charge, etc., etc. Et après, ce contrat d'assurance, vous pouvez le prendre en charge soit ponctuellement, parce que vous commencez juste à vous développer à l'international, par exemple, et vous avez une ou deux missions, ou parce que vous allez dans un pays très compliqué, qui n'est pas couvert habituellement, mais vous avez juste une mission, donc là, vous allez prendre une assurance ponctuelle pour cette mission, ou alors, vous commencez à avoir pas mal de monde à l'international, pas mal de déplacements, et alors là, c'est un contrat mission annuel que vous allez mettre en place, qui par défaut va couvrir l'ensemble des personnes qui voyageront au nom et pour votre compte, salariés ou consultants, ou personnes bénéficiaires d'un ordre de mission. Et sur ces contrats d'assurance en plus, souvent on a la possibilité d'avoir une couverture avant et après la mission, et souvent le conjoint et les enfants, de facto, sont couverts aussi. Donc ça vous permet, vous, en tant qu'employeur, d'avoir une sorte de couverture chapeau maximale. On va y revenir par la suite. Après, également, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que quelque part, jusqu'où on va aller, parce que ça commence à être lourd, s'il faut être responsable absolument de tout, tout le temps, ça va quand même être assez lourd. Et cette jurisprudence qui fixe une obligation de résultat, elle peut être parfois un peu compliquée à observer. Donc là, la jurisprudence est venue par la suite un petit peu modérer ces exigences, en parlant non plus d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyens renforcés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, à partir du moment où l'entreprise a mis en place un certain nombre de mesures,
l'information, la formation, la cartographie, l'assurance, le fait de former son personnel, le fait de l'informer, on va considérer qu'elle a bien rempli ses obligations. Et à l'impossible, nul n'est tenu, le risque zéro n'existant pas. La jurisprudence, elle prend en compte également ça à partir du moment où l'ensemble des mesures ont été mises en place. La responsabilité du chef d'entreprise ne pourra plus être mise en cause, ou en tout cas pourra difficilement être mise en cause. Donc à partir du moment où vous avez ces réflexes de vous poser la question de l'information, de la formation, des solutions assurantielles, et bien sûr avec des niveaux d'exigence qui vont être gradués selon la difficulté des territorialités. C'est sûr que si vous allez dans des zones compliquées, en Libye, en Syrie, en Ukraine, les exigences de sécurité ne seront pas les mêmes que si vous allez même au Sénégal, par exemple, où il n'y a pas trop d'interrogations sur la sécurité. Ou en tout cas moins que dans d'autres pays, ou en tout cas beaucoup moins qu'au Portugal ou en Espagne, par exemple. Voilà, on va grader les choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction des territorialités, les interrogations ne sont pas les mêmes. Et ça, voilà, faut l'avoir en tête. On a une question de Jean-Joseph qui nous demande si les DOM ne sont pas couverts par les contrats métropolitains. Alors, c'est une très bonne question. Au niveau des assurances, tout ce qui sort du territoire métropolitain est considéré comme l'étranger. Tom, etc. Donc, et c'est important. Alors, un réflexe que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, bah oui, c'est vrai que s'il faut que je rapatrie mon salarié, qui est en Martinique, en Guadeloupe ou autre, c'est pas la même chose que le rapatrier de Marseille à Paris, par exemple. Donc, en fait, au niveau assurantiel, tout ce qui sort du territoire métropolitain, c'est l'étranger. Alors oui, ça reprend en fait ce que je vous indiquais. Mais c'est vrai, il faut le savoir. Voilà, donc la mise à disposition, l'information et les actions pédagogiques, bien sûr, après, à adapter en fonction de vos activités. Alors, comme je vous l'indiquais, en fait, les obligations et la cartographie n'est pas la même en fonction de vos territorialités. On a beaucoup parlé de l'assurance de vos personnels. Il y a aussi un réflexe à avoir, en tout cas des interrogations à vous poser. C'est au niveau de l'assurance de votre entreprise, la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise. Pourquoi? Parce que selon certaines territorialités, vous pouvez ne pas avoir de couverture sur vos activités. Alors, l'exemple le plus courant et auquel on pense le plus, c'est l'Amérique du Nord, USA, Canada. C'est assez classiquement exclu, en tout cas des couvertures assurantielles de base en responsabilité civile professionnelle. Donc, si vous contractez avec des anglo-saxons, c'est vraiment un réflexe à avoir. Première question à vous poser, est-ce qu'il ne faut pas faire une extension de couverture? Les assureurs le proposent et ce n'est pas forcément très onéreux sur vos activités. Donc, ça vaut la peine vraiment. De toute façon, en général, les anglo-saxons vous le demanderont. Donc, c'est bien de l'avoir. Et après, il y a quand même également d'autres questions à se poser sur la responsabilité civile professionnelle. C'est au niveau de vos activités. Est-ce que vos activités sont bien définies, particulièrement si elles évoluent? Est-ce que vous avez adapté votre contrat en fonction des activités? Et au-delà des territorialités USA-Canada, vous pouvez avoir certaines territorialités à risque ou en guerre qui peuvent aussi être sorties des couvertures. Ce qui peut être, dans l'interprétation des clauses, plus ou moins problématique en fonction de vos activités et des personnes avec lesquelles vous contractez. Donc l'international, voilà, il faut aussi se poser ces questions-là. Et en lien avec la responsabilité civile professionnelle, il y a un autre contrat qu'on appelle la responsabilité civile des mandataires sociaux, qui là est pour vous protéger, vous, en tant que chef d'entreprise, ou les personnes en charge de responsabilité au sein de votre entreprise. C'est elles qui vont répondre vis-à-vis des tiers. Et si on parle par exemple de sécurité des salariés et de mise en cause de l'entreprise par un salarié qui trouverait qu'il n'y a pas eu de mesure de protection nécessaire vis-à-vis de lui à l'étranger, par lui ou par ses ayants droit, en général, il va mettre en cause l'entreprise en tant que personne morale, plus le dirigeant ou le responsable de la sécurité en tant que personne physique. Donc, ça vaut la peine aussi de vous poser la question au niveau de ces contrats-là pour éviter que votre responsabilité soit mise en cause sur vos biens personnels, par exemple. Alors, je sais que ça a l'air lourd, mais en fait,
dans la pratique, vous vous apercevrez que c'est un audit qui peut être assez rapidement effectué. Et souvent, vous avez quand même des mesures et des solutions qui sont mises en place. Et c'est plutôt souvent la question de les adapter à l'évolution de vos activités ou à vos territorialités que vraiment de tout faire ex nihilo. En tout cas, je l'ai rarement vu. Ça pourrait arriver, mais je l'ai rarement vu. Et puis, il y a un autre volet, alors on en entend souvent parler, et de plus en plus maintenant, c'est la protection de l'identité numérique. C'est tout ce qui est lié au risque cyber, au risque de données, de piratage des données, etc. Vous en entendez beaucoup parler dans la presse. Alors, beaucoup pensent, moi, je suis à l'abri parce que je suis une petite entreprise, je suis une PME, ou parce que je n'ai pas une activité très sensible. En fait, on s'aperçoit que ce risque-là, il est exponentiel depuis le Covid, et souvent même à petite échelle. C'est-à-dire le phishing, le ransomware, la fraude au président, etc., peuvent toucher des petites entreprises. Et les chiffres ont vraiment explosé ces dernières années. Et il y a un élément également qui est important, que je n'ai pas mentionné. Au-delà de la jurisprudence, vous avez maintenant au niveau de l'international une norme sur la mobilité internationale et la protection de l'entreprise et des salariés, qui s'appelle la norme ISO 31030, qui n'est pas une norme qualifiante, en tout cas certifiante, pardon, en tout cas pour l'instant, mais qui pourrait le devenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de cette norme, on reprend l'ensemble des obligations que j'ai évoquées, sur la protection des salariés, la protection de l'entreprise, etc. Et la norme insiste aussi sur la protection cyber, et notamment le fait de protéger l'entreprise, mais aussi les salariés, du risque cyber, de la cyberextorsion, du cyberdétournement de fonds. Donc, vous voyez, au-delà d'agiter un drapeau rouge pour faire peur, il y a derrière, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Et puis également, il y a le fait que votre entreprise, elle peut être mise en danger, en tout cas mise à mal, par le piratage de certaines données. Alors, soit directement, parce qu'on va pirater des données si vous êtes dans la recherche et du développement, etc., qui sont importantes pour votre cœur de métier, soit également indirectement par rapport aux tiers et à l'effet que ça va avoir. Vous savez, maintenant, avec le RGPD, dès que vous êtes victime d'une fraude, il faut signaler aux tiers et à vos clients l'ensemble de ces attaques dont vous avez été victime, etc. C'est un coût qui peut être vraiment extrêmement important pour votre entreprise. Donc, c'est vraiment un risque, celui-là, sur l'identité numérique, qui n'est pas négligeable. Et là encore, il y a des moyens très simples qui peuvent être mis à disposition. Alors, il y a les assurances, hein, bien sûr. Et sur ces assurances également, ce qui est intéressant, c'est que vous avez souvent tout un pilier de prévention. Ce n'est pas une assurance classique où je paye un contrat et puis s'il y a un événement, l'assurance fonctionne, mais s'il n'y a pas d'événement, l'assurance ne fonctionne pas. De plus en plus, pour ce type d'assurance, on a un volet présomption, ça veut dire un audit qui est fait, des moyens que vous avez mis en place et qui vous indique toutes les mesures de remédiation ou d'amélioration que vous pouvez mettre en place pour protéger encore mieux votre système. Donc, il y a un levier de prévention qui est assez fort sur ces assurances et qui se développe de plus en plus. Il faut savoir également, pour en venir sur ces assurances, je vous incite quand même à vous poser la question, car vu le mouvement du marché de l'assurance, d'abord, ce sont des assurances qui deviennent de plus en plus onéreuses. Donc, plus on attend, plus ça devient onéreux. Et il y a certains assureurs qui se retirent du marché. Donc, ça veut dire que c'est un risque qui quand même devient de plus en plus difficilement assurable. Alors, modulo votre activité, bien sûr, mais si on est dans des activités de logiciels, d'échange de données, de santé, etc., tout ce qui est un peu sensible, ça devient vraiment de plus en plus compliqué à assurer. Donc, c'est une question qu'il est intéressant de se poser dès à présent et sans attendre. C'est vrai qu'on n'a pas plus sur l'international qu'en national. Non, effectivement. Exactement, même. Alors, peut-être même pire en France qu'ailleurs. Oui, modulo, la mobilité de vos salariés et les outils qu'ils utilisent. Oui, aujourd'hui, la mobilité, on l'a partout. Oui, tout à fait. Mobile, vous avez raison. PC portable, et personne ne travaille sans ça. Ouais. Donc, le gros danger, c'est de prendre le train, ou prendre l'avion. C'est vrai. Le vrai danger, il est là. Ou l'hôtel. Ou l'hôtel. Donc, c'est pas d'être à l'étranger, parce que l'étranger, on va dire même presque, enfin, les hackers, il y en a
En Afrique, il y en a des pas mal, et en Inde, surtout, aussi beaucoup. Mais le risque, il est le même partout, quoi. Donc, pas plus en international qu'en France, ce risque-là, je suis bien d'accord. Il existe tout le temps, quoi. À partir du moment où vous parlez de mobilité, effectivement, il existe, et même d'ailleurs sans parler de mobilité, puisque vous pouvez être victime de fraude également dans vos entreprises. Après, il y aura une sensibilité supérieure, en tout cas, qu'on attendra de vous en tant qu'employeur en fonction des pays, notamment si vous allez, je citerai la Chine, par exemple, puisque j'avais fait une intervention aux côtés d'une spécialiste cyber, et elle expliquait comment le chef d'entreprise et son personnel avaient été faire une visite d'usine en Chine, et ils avaient pris leurs ordinateurs à l'entrée de l'usine en disant bah, voilà, mesures de sécurité, etc. Et quand ils étaient ressortis de l'usine, les ordinateurs étaient blancs. Ça avait été entièrement vidé, nettoyé de toutes les données. Donc en fait, il y a des petites choses en plus à savoir. Quand vous allez dans certains pays, ben, il y a des mesures supplémentaires, j'allais dire, qu'il faudra mettre en place, encore en plus, au niveau sécurité. Le b.a.-ba étant, vous avez raison, hein, pas se connecter au Wi-Fi des aéroports, des trains, etc. Enfin, voilà. Et après, vous adaptez en fonction des territorialités. Mais vous avez raison, ce risque, il est aussi présent en France. Comme le risque de mobilité, il est présent également. Mais après, on va grader, en fait, en fonction des territorialités, des moyens de transport, des zones éloignées ou pas. Voilà, bon, ça reprend les chiffres que je vous indiquais, et vous l'aurez, c'est un risque qui est de plus en plus présent, et vous l'aurez dans la présentation. Et puis, bah, toutes les conséquences que l'attaque peut avoir sur votre activité. Il y a eu des nombreux exemples hein, dans la presse, donc c'est peut-être pas la peine que je détaille un petit peu plus sur le risque cyber et la solution. Je pense que l'intérêt, en fait, de ça, c'est vraiment, comme je disais au début, l'idée, c'est pas de dire il faut pas y aller, ça fait peur, c'est trop compliqué, etc. L'idée, au contraire, c'est de dire on va y aller, mais on va y aller bien préparé et avec des moyens qui vont être mis en place, et surtout que ces moyens ils soient adaptés à votre activité, à vos territorialités et aux besoins que vous avez en tant que chef d'entreprise. Voilà. Je crois également, en tout cas on l'a vu, nous, dans la réalité, il y a quand même un avant et un après Covid. C'est vrai que moi, quand je faisais ces interventions avant le Covid, souvent, c'était un peu lassant. Hein. De toute façon, quand on parle d'assurance, en général, c'est rare que ça suscite un intérêt, en tout cas au début. Après, on y vient. Mais souvent, on se disait, bon, c'est plutôt un peu inutile ou un peu rébarbatif. Je pense que le Covid a fait prendre conscience, notamment parce que il y a eu des situations un peu compliquées avec des gens qui étaient bloqués à l'étranger, etc., que ça valait la peine de se poser la question du risque, et souvent de risques qu'on méconnaissait ou qu'on prenait un petit peu à la légère. Et là, si je vous cite un exemple, c'est une entreprise sur laquelle j'avais fait un audit, et j'avais indiqué qu'en fait, il n'y avait pas de risque de pandémie ou d'épidémie qui était pris en charge, entre autres, et pas de risque terroriste non plus au titre des contrats. Le chef d'entreprise avait un petit contrat déplacement, mais un contrat déplacement qui était plutôt adapté à l'Europe, hein, alors qu'il allait au grand international. Et il m'avait dit, bah, moi je suis content avec mon contrat parce que de toute façon, pandémie, épidémie, je ne vais pas en Afrique, donc Ebola, niet. Et puis bon, le risque terroriste, finalement, on l'a aussi en France, donc je considère que c'est OK. Et puis après, il m'a rappelé au moment du Covid, parce qu'il avait une personne qui était à Singapour et qui était en quarantaine, et qu'il fallait qu'il paye 14 000 euros parce que la quarantaine à Singapour, ça coûtait cher. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et malheureusement, on s'assure pour l'avenir, pas pour le passé. Et avec son contrat, pandémie, épidémie exclue, donc il pouvait rien faire, en tout cas pour ce moment-là, pour l'avenir peut-être. Donc voilà, il y a tout ça pour vous mettre le doigt sur le fait qu'il y a parfois des risques qu'il est bon en tout cas d'avoir anticipé. Et on le sait encore plus, je pense, maintenant avec le Covid, parce qu'on est assez sensibilisé à ça. Et malheureusement, avec la guerre en Ukraine, où on le voit hein, sur des risques qu'on pensait très très loin de nous et inexistants, on le voit. Donc ça vaut la peine de vous pencher sur ces questions, et en tout cas de prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Voilà, ça sera ma conclusion. Sur une mission bien particulière, ouais. Risque bien particulier, si le pays change en fonction
la cartographie, le prix peut changer. Oui. Donc, au mieux qu'on vous consulte avant, et au pire, enfin, on consulte. Oui. Qu'on ait un prix, quoi. Oui, exactement. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, après, en fonction de vos besoins, donc, si vous allez qu'en Europe, par exemple, on peut mettre un contrat adapté à l'Europe. Si vous allez dans des zones plus compliquées, il y a d'autres contrats qui peuvent être mis en place. Et si vous allez dans un pays, si je prends le Nigeria, la Somalie, la Syrie, enfin, des pays qui souvent sont exclus des contrats, là, effectivement, c'est bien de mettre en place une assurance spécifique qui peut se faire ponctuellement ou à l'année si vous y allez très souvent. Mais au moins ces risques-là, que ce soit le terrorisme, le risque de guerre, RICS, émeutes, troubles politiques, pandémie, épidémie, au moins ces risques-là seront couverts. Voilà. Et effectivement, vous avez raison aussi, les prix varient parce que sur ces territorialités-là, particulièrement si je prends l'Ukraine par exemple, mais aussi l'Afghanistan ou la Syrie, comme la situation évolue, ben le prix de cette assurance sur cette territorialité-là, précisément, évolue. Voilà. Mais le préventif, c'est toujours mieux que le après. De sécurité, si on travaille sur une zone un peu sensible, bon, en l'occurrence, mon client, c'est Total, donc m'envoyer n'importe où. Donc, la sécurité, on leur demande de l'assurer. Je sais qu'on peut avoir des services où on doit, moi, en tant que chef d'entreprise, je dois me débrouiller pour avoir une escorte pour mes auditeurs. Ou pas. On peut demander à un client d'assurer la sécurité, ça arrive. Alors, vous pouvez effectivement négocier avec votre client et demander à ce que ça soit lui, en tant que sachant sur la zone, d'assurer votre sécurité. Il faudra bien, en revanche, que vous ayez la preuve que vous lui avez demandé et qu'il va le faire. Parce que vous, en effet domino, si vous envoyez quelqu'un sur place et qu'il a un souci, la personne, c'est d'abord vis-à-vis de vous qui va se retourner. Donc, il faut être bien sûr que ça soit fait. Mais c'est possible, ça arrive. Sur des zones compliquées, etc., oui, ça arrive. Ouais. En revanche, après, si ça n'est pas fait, là, c'est vraiment à vous de voir ce qui peut être mis en place. Et il y a effectivement, sur les questions de sécurité dans les zones un peu reculées, tout un tas de moyens qui peuvent être mis en place, des escortes, l'accompagnement, au-delà de la formation, mais sur place, il y a effectivement des moyens qui peuvent être mis en place. Et après, bien sûr, pour avoir de l'information, ne pas hésiter à nous consulter aussi, ou si vous voulez être mis en relation avec des partenaires, des prestataires. Voilà, il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché et qui peuvent être plus ou moins lourdes en fonction des zones et de vos besoins. D'autres questions? Ou commentaires ou autres? Non? Bon, ben alors, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Questions en ligne. Est-ce qu'Étienne ou Jean-Joseph voulaient faire une conclusion? Eh bien, je vais la faire, si vous voulez bien. Je voudrais d'abord remercier Gaël pour cette présentation hyper intéressante qui nous ouvre les yeux sur plein de choses auxquelles on ne pense pas. La santé du dirigeant, la santé du collaborateur quand il est à l'étranger, le risque cyberattaque, la RC Pro. Je découvre qu'elle n'est pas toujours, couverte. Enfin, il y a des clauses qui couvrent pas toujours certaines activités dans certains pays. Et ce que je comprends, ce que j'ai compris, c'est toute l'importance du conseil en amont et d'accompagnement par un expert. Et s'il y avait 2 mots à retenir, c'est prévention plutôt que correction. Mettre les actions correctives après coup, quand il est trop tard, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a eu un enlèvement, je ne sais pas, tout est possible. Là, c'est dramatique.
voilà. En tout cas, merci Gaël. Merci à vous tous qui avez été présents ce matin et qui avez bravé les difficultés de cette journée de nouvelles mobilisations syndicales. On vous donne rendez-vous pour de prochains ateliers à venir. Tenez-vous au courant. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr. Et il y aura un webinaire à suivre début avril sur l'Allemagne. Ce sera un atelier pays. Nous en aurons d'autres tout au cours de l'année. Et n'hésitez pas à poser les questions que vous n'avez pas pu poser, pas osé poser, ou auxquelles vous n'aviez pas pensé. Posez-les nous après et on vous mettra en relation, bien sûr, avec Géodesk. Merci, Étienne. Jean-Joseph, merci de cette organisation. Étienne, tu as tout dit. Merci à Joy, qui était en sous-marin, pilotage, agilité. Profitez bien du cocktail, parce que vous allez pouvoir profiter aussi de ceux qui n'ont pas pu venir. Donc, ce sera double dose. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Midi Export. Merci. Merci, à très bientôt. Merci.